Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur LVC by Cultura. Dans votre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite, nous avons aujourd'hui à nos côtés un jeune intellectuel, une personnalité exceptionnelle. Titulaire d'une maîtrise de sciences politiques à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, aujourd'hui, M. Sekou Oumar Baldé, que je nomme ici, poursuit ses études à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Lille 2, où il effectue des études de sciences politiques et action publique. Il est également le président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonsoir, M. Baldé Sekou Oumar. Bonsoir. C'est avec plaisir que nous recevons ce soir dans nos locaux et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, ce soir, nous allons parler de la science politique, de ses enjeux et des perspectives que nous pourrions mettre en place, ainsi que du rôle de la science politique dans le processus d'édification de notre pays, la Guinée. Alors, avant de commencer, M. Sekou Baldé, parlez-nous un peu plus de votre domaine d'études. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui chez vous. Et c'est un plaisir parce que je suis régulièrement votre émission. Et je vois déjà qu'il y a une référence au niveau de la France, des élites guinéennes qui travaillent activement dans le cadre de la promotion de la science politique, la promotion de l'état de droit en République de Guinée. Et comme vous l'avez si bien dit, moi je suis de la première promotion de sciences politiques en République de Guinée. Il faut le savoir que la science politique est une discipline contemporaine qui apparaît au XXe siècle dans le sillage des grandes sciences sociales, qui a pour objet d'étude le politique. Bien sûr, il faut faire la distinction. Le politique qui est un champ social de contradiction et d'agrégation d'intérêts qui est régulé par un pouvoir qui est détenteur de la coercition légitime. Et vous le savez bien que Max Weber a défini l'État comme étant une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Alors, dans la même logique que le droit constitutionnel, qui définit l'État selon 3 critères, un territoire, une population et un pouvoir politique, la science politique s'intéresse à l'étude du pouvoir et de l'État. Alors, créé en 2006 en République de Guinée, le premier département de sciences politiques, alors, s'est intéressé aussi à ces études de sciences politiques. Qu'est-ce qui fait un département de sciences politiques qui s'intéresse à la notion de l'État, à la notion de pouvoir, sachant que la société guinéenne évolue dans un système patriarcal qui n'est pas souhaitable et connaît beaucoup de difficultés et de l'évolution de cette discipline. Alors, les problèmes qu'on rencontre dans les perspectives de cette discipline en République de Guinée, c'est le fait qu'il y a l'insuffisance de la formation, et vous le savez très bien avec la réforme du système éducatif en République de Guinée, avec la suppression de l'ancien système maîtrise et du passage au système LMD, licence, master, doctorat. Malheureusement, l'État n'a pas suffisamment de moyens de former les gens, donc on les forme jusqu'au niveau de la licence, ce qui fait qu'ils n'acquièrent pas toutes les capacités d'analyse ou des capacités minimum pour pouvoir s'impliquer davantage dans le cadre du renforcement des capacités dans cette discipline. Et c'est dans cette optique que vous êtes projeté, disons, à venir ici en France pour suivre vos études dans le même domaine. Actuellement, vous faites un master en sciences politiques et action publique. En quoi consiste cette formation? Effectivement, comme vous le dites, c'est bien pour cela que moi j'ai décidé de venir faire un master en politique et action publique, parce que c'est un master, et je suis dans la spécialité action locale. C'est un master qui s'intéresse dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques, non seulement de l'élaboration et de la mise en œuvre de toutes les étapes du benchmarking, qui est un système de transfert des politiques publiques entre les États. Alors, c'est de voir comment est-ce que les politiques publiques en France sont transposables en Guinée, quelles sont les contraintes et les limites. Et moi, je vise une finalité
quitter les métiers de la recherche parce que je vais faire ingénierie de projet. Je suis dans les activités de recherche. Et j'ai suivi pas mal d'interventions dans votre émission. Ils ont soulevé beaucoup de points qui m'ont beaucoup frappé. Et parce que je vois déjà, ils sont tous intéressés à apporter leur petit grain de sel dans le cadre de la promotion, effectivement, du savoir scientifique en Guinée. En parlant de cette promotion du savoir scientifique, vous avez, au terme de votre formation de maîtrise avec votre association, pour la première fois initié, disons, un sondage. Vous aviez fait un sondage en Guinée qui a quand même été promoteur. Alors, quels étaient les objectifs visés par ce sondage et quels ont été les résultats? Alors, la République de Guinée, depuis 1958 jusqu'en 2010, a connu vraiment des étapes, des épisodes qui ne sont pas souhaitables pour un pays. Alors, tout le monde a pris la parole et a haussé le ton pour essayer de décrire ce qui se passait en Guinée. Malheureusement, le contexte social guinéen n'a jamais été soumis à une étude empirique en République de Guinée. Alors, les gens se limitent à des affirmations gratuites, à des jugements de valeur, à des stéréotypes. Alors, c'est un sondage d'opinion qui portait sur la justice transitionnelle et la réconciliation nationale. L'idée, ce n'est pas de dire, voilà, on a réconcilié aujourd'hui les Guinéens. C'était d'identifier les problèmes qui sont à l'origine de l'effritement du tissu social en Guinée pour favoriser des recommandations, des perspectives de solutions. Alors, c'est un sondage qui s'articulait sur 5 dimensions principalement, sur l'accès aux richesses nationales, comment est-ce que les richesses nationales sont reparties en Guinée, comment est-ce que les populations ont accès aux richesses nationales, sur l'exacerbation de la question ethnique, sur les stéréotypes préjugés cultivés au sein de la population, sur la violence des régimes politiques de 1958 à 2010, sur la réconciliation nationale en elle-même. Et après, on a inséré des variables sur les médias, parce que là aussi, il n'y avait jamais eu une étude sur les médias en Guinée. Et c'était la deuxième fois d'ailleurs qu'on faisait l'étude. Et après, des recommandations à tous les acteurs, l'État, aux partis politiques, aux institutions qui accompagnent la Guinée dans le processus de réconciliation et de développement, des religieux, des groupements de femmes, de jeunes, à la moindre mesure des individus. Alors, disons que votre sondage a quand même atteint ses objectifs, en quelque sorte, parce qu'il faut reconnaître que cela a attiré, l'opinion publique internationale. D'ailleurs, vous aviez été plusieurs fois assistant, à la CENI par rapport à l'organisation des élections en Guinée. Récemment, vous étiez parti au Mali dans cette même perspective. Et aujourd'hui, depuis votre arrivée, vous êtes en train de travailler sur des projets d'avenir qui corroborent avec ce même domaine. Pour revenir sur votre intervention, vous dites qu'il y avait un objectif de réconciliation nationale, mais dans votre sondage, quelque part, vos résultats montrent que le régime du feu président Lansana Conté a été l'un des meilleurs régimes. Vous êtes basé sur des données scientifiques. Quelles sont réellement les preuves authentiques qui sont avérées par rapport à ces résultats? Voilà, pour expliquer en fait, ces résultats. Le problème, quand on veut expliquer des résultats de telle envergure, parce que c'est des résultats qui sont très sensibles, il ne faudrait pas seulement à se limiter à une synthèse ou à une généralisation ou à la somme des réponses. Il faut essayer de faire des croisements pour connaître comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat. Il faut voir les méthodes qu'on a utilisées. Et c'est des résultats à un temps donné qu'on ne peut pas extrapoler dans le temps. Donc on ne peut pas dire, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un sondage aujourd'hui et le lendemain, le sondage, vous faites un autre sondage qui montre des résultats qui sont contraires. Parce que même une phrase peut faire changer, peut jouer et affecter sur des résultats ou des changements de variables. Alors, ce qui se fait, ce sondage a été, il faut tenir en compte beaucoup de facteurs. D'abord, le facteur de temps. Ceux qui ont répondu dans ce sondage, la majeure partie n'ont pas travaillé ou n'étaient pas majeurs au temps du premier régime, le régime de Sékou Touré. Donc, c'est des personnes qui ne connaissent pas bien ce régime, donc qui ont vécu sous le régime de Lansana Conté. Et quand on a fait un croisement entre les répondants et sur le choix préféré du régime, et avec l'appartenance ethnique,
on s'est rendu compte parce que qu'il y avait beaucoup plus de personnes issues de l'ethnie Peul qui supportaient le régime de Conté au détriment du régime de président actuel Alpha Condé et du régime de Sékou Touré. Donc c'est des facteurs qui peuvent expliquer voilà comment est-ce qu'on est arrivé à ces résultats. Donc chaque ethnie essaie d'apporter un soutien au candidat de son ethnie. Donc, ce qui peut expliquer en quelque sorte pourquoi les résultats c'était comme ça. Mais les croisements nous permettent donc d'expliquer clairement ce phénomène, ce facteur. Alors, Monsieur Sékou Oumar Baldé, vous êtes étudiant à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Vous faites un master en sciences politiques et action publique. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'association guinéenne des sciences politiques qui a déjà effectué un sondage et pour lequel sondage d'ailleurs vous êtes dans le collimateur de certains politiques, de certaines personnalités du pays, si je puisse le dire. Au terme de votre formation, vous êtes là en France. Depuis votre arrivée, on vous voit sur le terrain, vous vous attelez non seulement à réussir votre projet académique, vos études, mais vous continuez toujours à œuvrer dans le cadre associatif et dans le cadre des projets d'entrepreneuriat. Dans ce cadre, dans ce sens, vous avez récemment initié, disons, la création d'un cabinet d'études en Guinée qui est dénommé Cabinet de recherche et d'études stratégiques. Parlez-nous un peu du contexte de ce projet et quels sont les objectifs visés derrière ce projet, pour lequel projet d'ailleurs, il faut le signaler à nos téléspectateurs, vous avez été reçu personnellement par le président de l'université, M. Xavier, et par l'ensemble du personnel qui d'ailleurs vous a félicité et vous accompagne dans ce processus. Parlez-nous un peu, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, je l'ai dit, quand on fait les sciences sociales, quand on fait les sciences politiques, on ne doit pas se limiter seulement à des perceptions ou à des jugements ou aux prénotions qu'on a. Donc, si vous êtes sur le terrain, si vous voulez avoir des résultats, il faut vraiment travailler, il faut aller sur le terrain. Alors, l'idée, je suis venu à l'île 2, j'ai rencontré d'abord la SEGI, l'association des étudiants guinéens Nord-Pas-de-Calais, qui m'ont facilité la tâche parce qu'ils m'ont vraiment accompagné. Donc, j'ai initié la création d'un cabinet d'études sociopolitiques spécialisé en Guinée, puisqu'il n'y en a pas du tout un cabinet tel que défini dans les objectifs. Et j'ai signé une convention d'accompagnement pour 2 ans avec l'université de l'île 2 au vu du projet après plusieurs tests et concours qu'on a essayé de passer avec d'autres porteurs de projets. Et donc le président de l'université m'a reçu, m'a invité et il m'a mis à l'honneur. On a présenté le projet. Comme je vous le dis, le projet se situe entre effectivement la science politique et la sociologie politique. C'est-à-dire une étude monographique ou comparative des acteurs de la vie politique, des institutions, des partis politiques, des groupes d'intérêt, des personnels politiques et forces sociales, mais aussi celle des élections, des processus de socialisation, de communication et d'action collective, mais enfin celle des modes de création d'un univers à représentation symbolique. Donc voilà, en gros, c'est l'objet du cabinet d'études, ça avance. On espère que ce projet-là va voir jour et que ça permettra à d'autres intellectuels de la diaspora ou même de la Guinée, des jeunes diplômés, de pouvoir, c'est-à-dire travailler avec vous dans ce cadre-là. Alors, avant de continuer, chers téléspectateurs, nous allons tout à l'heure nous retrouver, après avoir terminé cette première étape de notre émission. Nous continuerons avec M. Sékou Oumar Baldé, qui est notre invité du jour, pour parler cette fois-ci de l'actualité politique de notre pays.
Nous retrouvons, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Alors, monsieur Baldé Sékou Oumar, pour continuer dans la même lancée, quelles sont aujourd'hui quelle est votre lecture aujourd'hui de l'actualité politique de notre pays? Oh, merci beaucoup, mais c'est une question, croyez-y, que tout chercheur, sociologue, politiste n'accepterait pas de répondre directement parce que mon avis personnel ne doit pas compter là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre que je n'aime pas porter des jugements de valeur ou des préjugés, mais actuellement la Guinée vient tout juste de sortir d'une période de transition enclenchée depuis 2008 par la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Et nous avons assisté à plusieurs manifestations, notamment d'ordre politique, d'ordre social, qui font que nous avons une mauvaise vision de l'étranger, de notre pays. Quand vous êtes à l'extérieur, vous analysez ce qui se passe, vous avez une mauvaise vision, mais vos éléments se solidifient davantage si vous êtes sur le terrain. Alors, la Guinée se trouve dans un contexte politique qui se détend progressivement, ça il faut le savoir, qui était très tendu, mais il faut l'admettre déjà. Nous avons toutes les institutions, nous avons un exécutif qui est là, nous avons une Assemblée nationale qui est là, nous avons une Cour suprême. Donc, toutes nos institutions sont légitimes. Mais nous n'avons pas peut-être des institutions fortes? Écoutez, on ne peut pas avoir d'un seul coup tout ce qu'on veut. C'est un processus, il faut savoir. C'est un processus. Nous sommes donc dans ce processus et il faut continuer dans ce processus. Nous avons, au départ, on n'avait pas d'assemblée parce que l'assemblée était dissoute, la constitution, elle était suspendue et toutes les institutions étaient dissoutes. On a réussi à organiser les élections présidentielles et on a ensuite enchaîné avec des élections législatives. C'est progressivement que l'État, la nation se construit. Ce n'est pas d'un seul coup. Donc, mon avis personnel ne doit pas compter sur ce qui se passe en Guinée, mais plutôt, avant de prendre des décisions, on doit tenir en compte de plusieurs facteurs. De plusieurs facteurs, votre avis ne compte certes pas, mais votre domaine d'étude vous permet d'apporter quand même votre grain de sel à l'édification de ce pays. Alors, quelle perspective à mettre en place pour permettre à la Guinée de faire un décollage, de faire un développement selon votre domaine respectif? Effectivement, c'est pour cela que je fais ce master qui est très important. Comme je vous l'ai dit, c'est un master en politique et action publique qui s'intéresse davantage à l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques et aussi des policy transferts et du benchmarking qui consiste à un transfert de politiques publiques et autres. Alors, il faut analyser en République de Guinée pour pouvoir apporter des solutions à tout problème. Il faut pouvoir les identifier. Si on ne les identifie pas, on ne peut pas apporter des solutions durables. Il faut connaître les causes, les enjeux et les perspectives. Il faut identifier. Si c'est le domaine du processus électoral, quels sont les enjeux, quels sont les problèmes rencontrés au sein de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, de la détermination du cadre juridique à la publication des résultats définitifs, quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions envisagées. Et d'ailleurs, quand vous prenez le dernier rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Guinée, vous avez un ensemble de recommandations. Et la première mission aussi, c'était la même chose. Est-ce que ces recommandations sont mises en pratique? Il y a quelques recommandations, quelques points, pas tous les points qui ont été pris en compte, qui ont été améliorés. Et ça, c'est depuis l'élection présidentielle entre le premier et le second tour. Comme vous le savez, il y a 6 mois entre le premier et le second tour. Et les dispositions constitutionnelles prévoyaient que c'est seulement 14 jours, donc 2 semaines. Après le premier tour, il devait y avoir le second tour. Mais il fallait, à cause des recommandations, apporter beaucoup de modifications pour que le processus soit accepté de tous les acteurs. Qu'il y ait unanimité autour du processus. Effectivement.
Est-ce qu'il peut y avoir un processus unanime à votre point de vue? Écoutez, même dans les plus grandes démocraties au monde, il y a toujours des défaillances, il y a toujours des éléments. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir... Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs d'amélioration qu'on peut mettre en place? Effectivement, c'est ce que je vous dis. Ce qui est important, par exemple, les dysfonctionnements constatés n'affectent pas la crédibilité du scrutin. Par exemple, vous ne pouvez pas dire parce qu'il y a eu 40 bureaux de vote dans une circonscription ou dans un territoire où il y a 12 000 bureaux de vote, par exemple les 40 bureaux de vote où il y a eu fraude, cela peut affecter le scrutin. Non, cela ne peut pas affecter complètement le scrutin. Donc on peut supprimer ou chercher à arranger, comme la loi le dispose, ces bureaux de vote, mais cela n'affecte pas la régularité ou la crédibilité du processus. Alors, Monsieur Sékou Oumar Baldé, on est au terme de cette émission. Avant de se quitter, votre message à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous voulez véhiculer à ces jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui devenus, si vous voulez, des instruments des politiques, qui sont des cobayes, qui sont franchement victimes de la politique pour non seulement l'intérêt de ceux qui les incitent à faire, certes parfois des manifestations légales, mais qui ne va pas pour leur intérêt. Quel message véhiculez-vous à l'endroit de ces jeunes et à l'endroit de tout ce qui nous suit en ce moment? Vos derniers mots, vos sentiments. Merci beaucoup. Et tous les jeunes de mon pays doivent savoir que la première des choses, c'est l'éducation. L'éducation est la base de toute réussite utile. Alors, il y a un philosophe qui disait qu'un enfant mal éduqué, c'est une épine tétanique jetée sous les pieds de la société. Parce que facilement manipulable, qui peut se livrer à toute chose. Donc, la dernière des choses que je vais dire à tout le monde, c'est pas seulement aux jeunes. Croate le disait que la nation se nourrit des meilleures substances de l'histoire plutôt que de ses vicissitudes. Les résidus sont toujours destructifs en ce sens qu'ils attissent les rancœurs. Mais l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, mais qu'ils aient oublié aussi plein de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Baldé Sékou Oumar. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Encore une fois, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très prochainement ici dans nos locaux. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est avec plaisir et joie que vous nous avez suivis ce soir. À la prochaine. Merci.